Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc Clément Nampon. En fait, moi je suis intervenant au sein des écoles Espace et Stis, responsable de programme, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer un peu cette table ronde autour d'une thématique chère aux valeurs de l'école, qui sont les engagements environnementaux et sociétaux. Et notamment, d'accueillir en fait des gens qui travaillent dans des entreprises, qui permettent de conjuguer en fait ces valeurs d'engagement par rapport à des projets qui ont pour but d'améliorer un peu des problématiques au terme, bien sûr, sur des problématiques environnementales, mais aussi sociétales. Et donc avec ce titre magnifique de comment conjuguer la vie professionnelle et ses engagements sociétaux et environnementaux grâce aux entreprises à mission. Il y aura bien sûr aujourd'hui, vous savez, de par la crise Covid, de redonner du sens en fait aujourd'hui à son travail n'a jamais autant augmenté dans la tête des gens. Que ce soit des gens qui sont professionnels ou même des gens qui sont en formation, des étudiants, qui se disent finalement, c'est quoi le sens que je vais donner à mon travail? Et peut-on encore donner pour certains du sens? Et c'est des questions où on va aller aussi, c'est la démocratisation aujourd'hui du sens dans le travail. Est-ce que tout le monde a cette chance? Comment on peut y aller? Alors avec moi, j'ai le plaisir d'avoir je vais commencer avec Marine Jacquier. Je fais l'ordre là, c'est pas l'ordre qu'on est assis. Marine Jacquier, voilà, de Voltalia, Sophie Pécaud de l'association MAS et Grégoire Jacob de l'ONG Airform. Je vous laisse vous présenter rapidement. Je donne le micro à Marine. Faut appuyer longtemps. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Donc Marine Jacquier, moi je suis directrice développement durable de Voltalia. Donc pour info, si vous ne connaissez pas Voltalia, nous on est un producteur d'énergie renouvelable. Donc on a des centrales solaires, éoliennes, biomasse et hydro, surtout au Brésil, mais aussi beaucoup en France. Et on est aussi prestataire de services, c'est-à-dire qu'on accompagne les acteurs du secteur dans le développement, la construction et l'opération de centrales. Voilà, donc on est un acteur des énergies renouvelables et nous sommes entreprise à mission depuis l'année dernière. Sophie, si tu veux te présenter aussi rapidement. Ouais, alors j'espère que ça marche. Du coup, Sophie Pécaud, moi j'ai une entreprise sociale MAD Courses, qui était MAD Travel, que j'ai fondée aux Philippines il y a 4-5 ans. Et du coup maintenant, depuis 2020, on se spécialise dans l'enseignement en ligne autour du développement durable et surtout dans la spécialité de l'entrepreneuriat social. Et toi, Grégoire, et donc c'est toi maintenant. Grégoire Jacob, je travaille au sein de l'ONG Earthworm. Earthworm, ça veut dire ver de terre, je pourrais vous expliquer pourquoi. En gros, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises pour faire en sorte que les produits qu'elles vendent soient des produits responsables d'un point de vue social et environnemental. Je le fais très court. Ouais, super, merci. On respecte le timing. Ce sont des professionnels, vous voyez bien. La première question que je vais vous poser, et alors je vous dis, ils ont eu quelques questions en préambule, on a déjà échangé, ils auront quelques questions surprises, vous doutez bien. La logique, c'est finalement comment on arrive sur un parcours, et c'est un peu l'idée de comment en fait dans votre vie, est-ce que c'est aujourd'hui donner du sens et de rentrer dans des entreprises comme ça, c'est quelque chose qui était dès le début, dès que vous êtes né, ou alors dès que vous étiez étudiant? Comment c'est arrivé? Et c'est justement de comparer un peu ces parcours et que vous réagissez entre vous finalement. Moi c'est pareil, moi c'est pas pareil, moi j'ai vu là. Alors on va commencer par Sophie. Moi du coup, j'étais étudiante de l'Estis et ce qui a changé ma vie vraiment, ça a été les stages à l'international et toutes les rencontres que j'ai faites. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était pas du tout quelque chose où j'étais prédisposée à m'engager. Je savais pas du tout ce que l'entreprise sociale était et j'avais trouvé un stage sur Facebook au Brésil qui était du coup au final qui a fini sur une co-création d'entreprise sociale on travaillait avec les tribus indigènes au Brésil pour faire du tourisme immersif et franchement sur le coup c'était du hasard vraiment, mais du coup après une fois que j'ai découvert ce monde, ce qui m'a vraiment permis de l'explorer, ça a été le voyage à 100%. J'ai été en Asie pendant 4 ans. Après, je suis retournée en Europe. Maintenant, je suis au Maroc. Et je pense vraiment que c'est les gens qu'on rencontre qui forment nos idées et surtout qui nous donnent une différente perspective sur comment vivre une vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et je pense vraiment que c'est ça
qui a pu m'inspirer en tout cas à maintenant partager ce genre d'expérience par l'éducation et par le partage d'expériences avec des étudiants un peu partout dans le monde. Merci. Alors toi, Grégoire, si tu racontes comment on arrive à trouver du sens. Alors comment moi je l'ai trouvé. Ouais. Moi j'ai une formation très classique. Moi je suis le plus âgé. J'ai fait une école de commerce. Voilà. À une époque où on se posait pas trop toutes ces questions. Et puis malgré tout, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Donc à côté de mon travail classique, on va dire, j'avais toujours eu un engagement personnel, militant, citoyen, dans des ONG, dans un think tank autour de ces thématiques environnementales. Dans mon parcours professionnel, je suis parti vivre 6 ans en Suède. À ce moment-là, Suède, pays très en avance sur les thématiques environnementales et sociales. Donc je me suis dit, il faut que j'en profite pour partager cette expérience au travers d'un blog dans lequel je racontais tout ce que je découvrais là-bas. L'idée, c'était essayer de faire adopter des choses, des bonnes pratiques en France. Le plus rapidement possible. Et quand je suis rentré de Suède, c'était une évidence, je ne pouvais plus travailler dans une entreprise entre guillemets normale, conventionnelle. Ça débordait. Et il fallait que je réconcilie cette passion, ces attentes avec mon travail. Et c'est comme ça que je suis arrivé presque naturellement chez Earthworm, puisque j'arrivais à combiner à la fois ce monde de l'entreprise que je connaissais et ce monde plus associatif, enjeux environnementaux. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réussi à le concilier. Ok. Alors, Marine, toi, comment tu es arrivée à... Donc moi, j'ai fait l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et comme je suis une vieille personne, quand je suis sortie diplômée de cette école, c'était encore en 4 ans et donc il fallait que je fasse une 5e année et moi, j'étais plutôt partie pour faire travailler dans une ONG ou dans une organisation internationale et puis à l'époque, il n'y avait pas encore de formation en RSE ou en développement durable en France. Donc j'ai découvert un peu par hasard en disant mais ça c'est intéressant ça parce que c'est quand même réfléchir à travailler dans le secteur privé mais à améliorer les pratiques de l'entreprise, à transformer l'entreprise, à pousser le secteur privé aussi à être plus responsable. Donc ça m'a bien parlé. Donc je suis partie faire une formation en Corporate Social Responsibility à Londres. Et à l'époque, le métier, c'était ce qu'on appelle la RSE à la papa. C'était la vieille RSE il y a 15 ans. Donc c'était beaucoup disons plutôt que l'entreprise redistribue un peu une part de ses profits à outrance. C'était avant la crise de 2008. Ou essaye de limiter au maximum son impact. Donc plutôt sur des questions de réduction des consommations, gestion des déchets, faire du recyclage, avoir une politique RH qui fait une belle place à la diversité. Voilà, donc c'était plutôt ça. Et puis en fait, le métier a énormément changé. C'est plus le métier dans le développement durable. Donc moi, c'est mon métier. Je fais de la RSE depuis 15 ans. Je change tout le temps de secteur, tous les 4-5 ans. Mais le métier a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur cette logique-là aujourd'hui. Maintenant, c'est vraiment questionner le modèle économique de l'entreprise, transformer l'entreprise, pousser l'entreprise à avoir un impact positif, à questionner aussi sa raison d'être, pourquoi on existe. Et donc, c'est un métier passionnant parce que ça bouge vraiment au fur et à mesure et notre place dans l'entreprise aussi elle change. Je pense qu'il y a 10-15 ans, il y avait dans les entreprises qui avaient compris la place de la RSE, c'était des grosses équipes. Et donc du coup les projets étaient portés par les équipes développement durable. Maintenant il y a presque plus vraiment d'équipes dédiées parce que la RSE elle est partout. Et donc c'est un job plus de coordination et de chef d'orchestre et de stratégie d'entreprise, mais c'est un métier passionnant. Donc moi c'était plutôt une volonté, dès le début d'en faire mon métier quoi. Ouais. Alors moi j'ai une question en fait par rapport à ce que vous parlez de votre parcours. C'est finalement est-ce que c'est votre parcours qui a conditionné votre évolution en termes de recherche de sens, ou c'est votre recherche de sens qui a conditionné votre parcours? Qui veut Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Pardon. Moi, c'est clairement cette recherche de sens que j'avais toujours à côté. En fait, bêtement ou naïvement, je m'étais pas dit mon travail peut remplir pleinement le sens que je recherche. Je reviens à ça. Moi, j'ai commencé à travailler en 94. Franchement, ce genre d'emploi, il y en avait quasiment pas. Donc c'était deux univers totalement différents. Et plus ça allait, plus je développais justement des choses qui avaient du sens pour moi. Donc pour moi, c'est cette quête de sens qui m'a amené à avoir le travail et remplir pleinement ce qui était important pour moi.
Je suis pareil, exactement. Non, c'est sûr. Enfin, moi, je me serais jamais vu faire autre chose que ça, en fait. Je pense que et donc c'était soit de l'économie sociale et solidaire, soit une ONG, mais c'était plutôt cette volonté-là qui après m'a dirigée vers les formations et donc le métier. Moi, je pense que sur le coup, ça a été assez naturel. En fait, j'ai jamais travaillé dans une boîte qui n'était pas engagée. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. Même à l'Estis, on avait déjà beaucoup de cours. Enfin, pour moi, c'est vraiment venu naturellement. Je me suis toujours dit que, en fait, je pense que c'est basé sur des engagements personnels, mais c'est surtout basé sur ce que j'aime, en fait. J'adore rencontrer des tribus, j'adore le monde indigène, c'est des trucs qui m'intéressent énormément. Et du coup, en fait, c'était pas forcément cette volonté de s'engager, de changer les choses, c'était aussi faire quelque chose que j'adore et partager mon parcours à d'autres personnes. Du coup, c'est vrai que ça a été plutôt naturel. Je sais pas s'il y a déjà des questions. Non. Sur les parcours. Non. Si on parle un peu maintenant de vos entreprises, vos associations, vos ONG, je sais pas s'il y en a qui veulent raconter un peu une anecdote qui raconte pourquoi le sens a du sens pour vous. Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Moi, j'en ai une quand même qui m'avait bien touchée il y a 6 mois. Parce que je travaille du coup avec des tribus indigènes aux Philippines et on parlait beaucoup et j'en parle beaucoup en cours cette différence entre le caritatif et l'entreprise, parce que souvent nos jours on se dit il faut pour avoir ces engagements et pour faire une différence dans la vie, il faut que j'aille faire du volontariat, il faut que je donne de mon temps, il faut que je fasse quelque chose de côté de mon travail. Et je me rappelle, j'avais une conversation du coup avec ATR Linda, qui est un leader du monde indigène aux Philippines, qui me disait bon, voilà, on voulait venir travailler avec eux, on voulait faire un tour avec eux. Et en fait, elle me disait donc voilà, on lui disait, on avait un petit pitch, voilà, on va vous ramener ça, de l'argent, on va faire des projets, etc. Et elle m'a répondu très naturellement, mais vous voulez quoi? Pourquoi vous le faites? Quel est votre intérêt? Et en fait, ça m'a fait réfléchir parce qu'elle m'a dit, vous voyez, il y a tellement de gens qui viennent nous voir et qui sont en mode, voilà, il faut, on va vous aider, on va vous sauver, on va vous apporter toutes les solutions au monde. Et au final, ce qui est vrai, c'est que si une NGO, alors il y a des projets absolument incroyables, mais si une NGO va aider une personne une fois, au final, l'impact de cette aide va pas être aussi gros que le pouvoir de la présence. Et si au contraire, on a un intérêt aussi, nous, à aider la personne et à créer un projet avec une communauté ou avec peu importe le projet, le fait d'avoir un intérêt, nous, ça fait qu'au final, on va rester avec eux et on va former un partenariat. Et je pense que c'est un peu la base de l'entreprise sociale, qui est au final de travailler avec des gens, mais d'avoir un business model derrière qui puisse supporter cet impact et qui puisse au final faire en sorte que tous les participants au projet gagnent de ce projet. Et en tout cas, c'est une perspective qui m'a beaucoup qui a beaucoup changé la façon dont je vois les choses et dont je vois la capacité à associer son travail avec ses engagements personnels. Je sais pas si vous avez aussi une anecdote qui explique comment votre entreprise a répondu à votre... Moi, j'en ai une, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Nous, on travaille donc sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Donc, on va remonter là où on va extraire les matières premières. Donc, on va le plus loin possible. Et du coup, je me suis retrouvé en Chine, vraiment dans un endroit complètement perdu. Et donc, j'étais avec ma collègue chinoise et on parlait avec une ouvrière. Et l'ouvrière nous expliquait que c'était dans une filature, donc là où on fait du fil. Et l'ouvrière nous expliquait, elle dit, ma collègue me traduit, elle me dit, écoute, elle travaille 24 heures, et elle a 24 heures de pause, et elle travaille 24 heures, et elle a 24 heures de pause. Je lui dis, mais c'est pas possible, t'as pas compris. Redemande. Donc elle redemande, elle me dit, si, j'ai bien compris. Je dis, non, c'est pas possible, redemande. Je lui ai demandé 3 fois ou 4 fois, en fait, parce que je me suis dit, on a un problème de traduction. Et en fait, non, c'était la réalité. Et la difficulté, c'est que l'entreprise pour laquelle je menais cette mission, elle représentait quasiment rien chez ce fournisseur-là. Et donc, je me suis vraiment retrouvé dans un cas d'école où il y avait en fait des ouvriers qui travaillaient 24 heures. C'est hallucinant, hein. 24 heures dans cette usine, 24 heures de pause, 24 heures de pause. Et donc, après, avec ma collègue, on s'est dit, écoute, là, faut qu'on change les choses et que c'est pas possible. Il faut qu'on amène l'entreprise à changer ses pratiques. On sait qu'on va pas révolutionner, on va pas arriver à des heures qui sont convenables pour nous, mais en tout cas, au moins, cassons ça. Et donc, on a réussi. Ça nous a pris 1 an. Ça peut paraître hallucinant, mais en fait, ça nous a pris 1 an et au moins, les personnes étaient toujours salariées dans l'usine.
Donc parfois il y avait peu de personnes qui ont été concernées, mais ça fait plaisir de se dire quand même on peut avoir un impact, parce qu'il y a ça aussi, des fois on se dit voilà, mais le chantier il est gigantesque, on n'y arrivera pas. Si, on peut y arriver, il y a des choses qu'on peut changer. Et puis c'est en discutant, en échangeant, en apprenant des uns et des autres pourquoi il s'est bossé les gens 24 heures d'affilée et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué, que j'ai souvent en tête quand je vais dans les usines en me disant j'espère que je retrouverai jamais cette figure. Et alors, Marine, est-ce que tu as une anecdote aussi qui... Alors, je repense à ce que tu disais sur le côté quand on veut mener des actions, que ça soit une logique de partenariat. Je pense que ça c'est aussi important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mènent des actions un peu de mécénat ou de donc nous, dans le secteur de l'énergie, il y a souvent ce qu'on appelle les projets sociaux associés au projet de centrale. Parce que quand on arrive quelque part, on vient s'installer pour 35 ans et une centrale, ça dure longtemps. Et donc nous, notamment au Brésil, on a une approche systématique, c'est-à-dire que quand on est en phase de développement, qui peut durer 5 à 6 ans avant qu'on commence à construire, hein, c'est très long, il faut déposer des permis, il faut faire des études biodives. Donc là, on fait en général une cartographie des besoins locaux. Et on essaie de voir ce dont ils ont besoin et du coup, on définit avec eux un projet social. Et on a souvent fait des projets plutôt, mise en place du recyclage s'il n'y avait pas de gestion des déchets au niveau local ou des projets de chirurgie de bec de lièvre des enfants à l'hôpital pédiatrique du coin, des choses comme ça. Et puis dernièrement, on a monté un programme un peu différent qui du coup fonctionne très très bien. C'est-à-dire que nous, on a intérêt aussi à recruter des gens au niveau local. Parce que c'est bien, ils sont sur le territoire, ça permet aussi de participer au développement économique local. La phase de construction elle est assez courte, hein, c'est des chantiers qui durent 18 mois, 24 mois, donc parfois il peut y avoir aussi quelque chose, une fois que la construction est terminée, ça retombe un peu, c'est des gens qui ont plus de boulot, donc c'est un peu problématique. Et donc en fait on a monté un programme dans la logique de pouvoir les recruter, pour pouvoir les recruter, vu que c'est des gens qui sont pas qualifiés. On est dans des zones très reculées du Brésil qui sont souvent très pauvres. D'abord, il faut les former. Et donc, on a monté un programme de formation. On les forme et après, on les recrute et on leur donne un diplôme. Et donc après, une fois qu'ils ont fini de bosser pour nous, ils peuvent aller bosser chez le concurrent. Et donc, on les fait monter en compétences durablement. En plus, le secteur de l'énergie renouvelable, y compris au Brésil, c'est un secteur qui a beaucoup d'avenir, qui est très porteur. C'est des compétences très techniques, hein, monter des panneaux, monter sur une éolienne, voilà. Donc on les fait monter. Donc c'est un projet social à la base. Mais comme derrière nous, ça nous permet d'avoir une meilleure continuité de notre business, de pouvoir recruter au niveau local, de pouvoir aussi continuer à bien s'ancrer dans les territoires. Du coup, on est aussi gagnant. On a plus facilement aussi nos permis dans le sens où les autorités locales brésiliennes sont très favorables au fait qu'on recrute au niveau local, puisque c'est des gens du coup qui n'iront pas s'entasser dans les favelas et qui vont rester sur place dans ces régions reculées très pauvres. Et donc du coup c'est un cercle vertueux, donc c'est ça aussi que nous on essaie de mener à ce niveau-là. Je sais pas si vous voulez réagir sur. Non, c'est vrai que la formation, l'éducation, enfin c'est quelque chose. C'est un modèle d'ailleurs qui a été pris par pas mal d'entreprises sociales qui forment les gens après. Enfin, tout le monde gagne quoi. Et c'est la création de valeur partagée. Et c'est hyper important comme concept. C'est quelque chose qui est aussi au cœur de l'entreprise sociale et de l'impact, je pense. Donc. Et du coup, on s'assure que même s'il y a un changement. Parce que souvent, c'est des projets qui peuvent être portés par une personne super engagée parce qu'elle a un bon contact et tout. Puis quand la personne s'en va, le projet va retomber. Et le fait de l'inscrire vraiment dans l'activité, dans ce que fait l'entreprise, dans sa mission, ça permet aussi d'assurer une continuité, une pérennité dans la mise en place de ces projets et de lui donner tout son sens. Et je pense que ça fonctionne bien comme ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Non? Alors moi, j'en ai plein. Hein. Et notamment, alors je vois des entreprises qui sont déjà dans le sens. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui n'a pas d'engagement, qui fait un business et qui dit il faut que je change. C'est-à-dire finalement, mais qu'est-ce qu'il faut finalement mettre en place moi en tant que salarié finalement, si à un moment je veux donner du sens. Je ne suis pas dans une entreprise sociale où c'est le cœur de la mission, le cœur de l'entreprise. Mais si j'ai envie de donner du sens à ma mission, ce serait quoi les petits conseils, les tips ou les astuces que vous lui donneriez pour y arriver?
En fait, moi, très rapidement, je pense que ce qui est très important, c'est de changer la vision même de l'entreprise. Et d'au lieu d'avoir cet objectif principal de maximiser le profit, c'est d'avoir l'objectif de résoudre des problèmes. Et afin d'avoir cet objectif, il faut comprendre quel problème on a envie de résoudre. Donc, je pense qu'il y a toute une phase d'enquête, d'investigation, qui fait qu'il faut définir le problème que l'entreprise a la capacité de résoudre, et après trouver une façon de le résoudre, que ce soit par des partenariats, par la création d'une mini-entreprise. Il y a plein de choses à faire, mais vraiment de s'intéresser surtout à cette première phase d'investigation sur quel est vraiment le problème que j'ai envie de résoudre et que je peux résoudre. Déjà, cette phase, elle est très 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 importante de compréhension et d'enquête. Et je pense qu'il y a cette phase de compréhension, et en fait, on est tous citoyens, on est tous relativement avertis. Je pense qu'il y a énormément d'énergie dans les entreprises. Et en fait, souvent, les entreprises, on est dans une case et on n'ose pas, en fait, en bouger. Et je pense que c'est important d'oser en parler avec ses collègues et se dire, mais si on montait ça? Et donc, c'est au travers du fait d'embarquer les uns et les autres, d'y aller. On est tous au courant du changement climatique. On est tous au courant de la perte de biodiversité. On est tous au courant qu'il faut changer de modèle. Et à notre niveau, voilà, commençons aussi à changer, agrégeons de l'énergie. Il y a énormément d'énergie, je pense, dans les entreprises. Et c'est important justement d'avoir cette étude, d'échanger, et puis les projets, je pense, vont se monter, et parce qu'ils doivent se monter tout simplement. Ouais. Et c'est très important ce que tu as dit aussi de commencer petit, d'être dans sa réalité en fait. Voilà, d'avoir une discussion avec un collègue. C'est tellement plus puissant d'avoir une discussion avec un collègue que de vouloir faire un énorme projet sur 3 ans de je sais pas quoi. Non, commencer local. On dit aussi souvent quand on est dans la création d'entreprise de créer des solutions qui sont locales, qui sont basées sur le contexte local, qui sont réalistes, faut arrêter d'être idéaliste, faut arrêter de vouloir tout changer, faut arrêter de vouloir changer tout le monde d'un coup. Non, c'est par des petits pas qu'on peut y arriver, et du coup, faut juste oser prendre des initiatives, lancer des conversations, et c'est très important. C'est pas si difficile que ça au final. Faut juste oser faire le premier pas, quoi. J'enchaîne avec Marine. Tu disais que Voltalia, ça fait 1 an, c'est ça, que est passé entreprise à mission. C'est quoi toi, tu as dû voir ça d'intérieur. C'est quoi le déclic finalement, à un moment de se dire on va vers l'entreprise à mission? Parce que je me doute que ça s'est défini il y a 1 an. C'était une réflexion qui a été menée au sein de l'entreprise bien en amont. Oui, alors après, au regard de notre secteur d'activité, je vais pas dire que c'était facile, mais ça nous a pas nécessité quand même de repenser complètement notre raison d'être, notre modèle économique. Je pense qu'en fait, au fond de nous, on avait quand même la sensation d'être une entreprise à mission un peu depuis toujours, et que c'était plus une mise en conformité réglementaire, voilà, que c'était que à partir du moment où la loi Pacte est arrivée, ce statut nous a parlé, parce qu'on s'est dit en fait on l'a un peu toujours été, et ça va juste nous permettre de remettre encore plus l'accent sur nos objectifs sociaux et environnementaux. Donc c'était une réflexion quand même assez à long terme. Après, être entreprise à mission, pour être entreprise à mission, donc je sais pas si tout le monde connaît un peu la loi Pacte de 2019, mais c'est la loi pour la croissance des entreprises. Alors je me souviens plus exactement du terme, mais bon, l'objectif de cette loi qui était poussée par me semble-t-il Bruno Le Maire, c'était d'encourager toutes les entreprises françaises à se questionner sur leur utilité sociale, leur rôle. Et donc de sortir justement de cette logique purement rentabilité économique, profit, mais du coup de venir associer, en plus de cette responsabilité, de cette obligation de rentabilité, d'y associer une mission sociale et environnementale. Donc par exemple aujourd'hui, il est obligatoire pour toutes les entreprises françaises d'avoir une stratégie RSE, ce qui n'était pas le cas avant, et pour celles qui le souhaitent de manière volontaire, de pouvoir devenir entreprise à mission. Et donc, entreprise à mission, il y a des critères à remplir, mais la première étape, c'est de définir sa raison d'être. Définir sa raison d'être, en fait, ça enclenche énormément de choses en interne. Et ça rejoint un peu ce que tu disais aussi sur se dire, c'est quoi la problématique à laquelle on veut se poser la question, se dire, on veut répondre à quelle problématique. Mais la raison d'être, c'est même encore l'étape un tout petit peu avant, c'est même se dire, pourquoi on existe? Pourquoi on est là? À quoi on sert? À quoi on veut servir, en quoi on est indispensable potentiellement même pour la société. Et donc cette phase de réflexion là, pour moi, c'est la plus longue pour les entreprises, parce que ça nécessite vraiment de se dire, vraiment, par exemple, je sais pas, on vend des chaussures.
En fait, c'est quoi notre rôle? Enfin, c'est pourquoi on est là? On n'est pas juste là pour gagner de l'argent et être rentable. Ça sert à quoi de vendre des chaussures, quoi? Bah, vendre des chaussures, ça permet aux gens de pas avoir mal aux pieds. Enfin, je sais pas, mais on peut se poser plein de questions comme ça. Mais cette phase de réflexion sur la raison d'être dans laquelle je pense beaucoup d'entreprises françaises sont aujourd'hui, de juste reprendre un peu de hauteur et se dire, ok, en dehors de juste rapporter de l'argent à mes actionnaires ou faire des profits ou avoir cette logique de rentabilité économique, je sers à quoi? Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi mon entreprise elle existe? Et après, du coup, d'associer à cette réflexion, dans cette raison d'être, une mission sociale et environnementale, donc d'identifier les enjeux auxquels on souhaite répondre. Et très justement, de pas vouloir changer le monde, pas se dire on veut éradiquer la faim dans le monde et sauver la planète, mais peut-être juste de se dire nous à notre échelle on veut encourager nos clients et puis les pays dans lesquels on intervient à décarboner leur mix énergétique, favoriser l'emploi local, travailler avec des acteurs locaux et puis s'assurer que quand on fait notre travail on le fait de manière sans exploiter toutes les ressources de la planète. Voilà, et c'est déjà ça permet quand même d'engager une dynamique en interne qui est assez positive. Donc c'est forcément une réflexion qui prend du temps parce que ça nécessite de s'interroger sur sa raison d'être. Alors là, du coup, je contredis un peu ce que tu disais en disant on pensait petit, parce que là, pour la peine de réfléchir à sa raison d'être, on commence pas petit, c'est tout de suite ultra philosophique et ultra, et puis ça nécessite un engagement très fort du top management et de tous les collaborateurs parce que ça re-questionne tout l'intérêt, enfin, ça questionne l'existence même de l'entreprise. Mais c'est quand même une étape importante, en tout cas, si on veut transformer l'entreprise de l'intérieur sur le long terme, parce que si on se pose pas la question de sa raison d'être, et je pense que c'est pour ça que la loi a été construite comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être entreprise à mission si on n'a pas d'abord défini sa raison d'être. On ne peut pas définir des objectifs et les inscrire dans ses statuts tant qu'on n'a pas d'abord défini sa raison d'être. Je pense que le régulateur l'a construite comme ça, cette loi, c'est-à-dire que d'abord, posez-vous 3-4 ans et interrogez-vous sur pourquoi vous existez et ensuite votre mission elle viendra de manière assez spontanée parce que vous aurez d'abord réfléchi à pourquoi vous êtes là. Ouais, Grégoire. Oui, je voulais réagir parce que nous on travaille avec des entreprises et donc on commence à travailler avec des entreprises à mission et quel bonheur. Mais franchement, non mais sérieusement, c'est-à-dire qu'en fait on se rend compte que derrière il y a toute cette réflexion, qu'il y a des gens. Enfin, là, on rentre dans le détail, on rentre dans le dur du sujet, et pour nous, c'est beaucoup plus facile aussi. Alors, c'est plus exigeant parce qu'ils nous demandent encore plus, mais voilà, on avance. Et en fait, je trouve que c'est une étape et c'est intéressant ces entreprises à mission, que ça existe, qu'elles s'engagent, qu'elles avancent, parce que nous, à côté, ça nous facilite aussi le travail et on se rend compte que la plupart des collaborateurs sont à fond dans les sujets, ils ont trouvé le sens, on peut faire bouger les lignes. Et comme on est sur des notions à chaque fois de changement, d'évolution, c'est compliqué. Ben là, on sent qu'on a l'entreprise avec nous, derrière nous, et c'est un vrai plaisir. Et je rejoins ça. C'est vrai que c'est au début quand on a fait ce choix-là, il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part du top management sur le fait qu'on s'expose plus potentiellement à un risque réputationnel vis-à-vis des ONG qui du coup seraient beaucoup plus regardantes. Et en fait, on n'avait pas du tout anticipé le fait que ceux qui allaient être le plus exigeants et en attente, c'était les collaborateurs. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est devenu entreprise à mission, c'était bon, ok, donc maintenant, allez-y. Qu'est-ce que ça change? Nous, on veut des actions. Enfin, ça a été poussé de l'intérieur beaucoup plus que finalement les parties prenantes externes. Et ça, ouais, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, alors que j'ai beaucoup mené des strat RSE dans plein de boîtes différentes et là c'est les équipes qui me donnent qui viennent me voir et qui me challenge quoi. Ils disent on va pas assez loin, on va pas assez vite, il faut qu'on se fixe des objectifs beaucoup plus ambitieux et c'est avant tout une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs. Ça c'est vraiment très très fort. Ce que tu es en train de dire finalement, c'est dès que vous avez enclenché la première, la deuxième, très vite il faut passer à la cinquième vitesse. Et ça aujourd'hui une entreprise qu'est-ce qu'elle a besoin comme moyen, mais aussi humain, ça demande, je pense, quand même des ressources humaines de recrutement. Aujourd'hui, comment marche le recrutement? Comment engager quelqu'un, soit quelqu'un qu'on prend dans son entreprise et qu'on embarque dans un projet, ou même des fois des collaborateurs, des gens qu'on va chercher en recrutement externe. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment une plus-value pour le recrutement. Si je prends une posture RH, vous voyez?
Quand on est entreprise à mission, tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, quand finalement, qu'est-ce que ça change dans le recrutement et d'embarquer les gens dans que ce soit dans engager des employés, enfin, des annonces pour le recrutement, etc. Est-ce que ça rend les choses faciles ou plus difficiles finalement? Alors, je pense que ça les rend plus faciles, mais moi, je vois, nous, on a tendance à recruter pas mal de personnes qui sont plus sur leurs valeurs, sur leur volonté d'avoir de l'impact, sur leur volonté d'avancer. Et il y en a de plus en plus, justement, qui nous disent, mais je veux faire ça, je veux avancer, j'ai ce niveau d'exigence, et c'est super. Donc, j'imagine pour les entreprises à mission, c'est plus facile de recruter. J'imagine que certains secteurs ont du mal maintenant parce qu'il n'y a plus le sens, ou on n'a pas. Et quel type de secteur? Je pense tout ce qui est hydrocarbures ou autre. Je pense que ça doit être dur. J'imagine, d'un point de vue, recruter des ingénieurs sur tous ces secteurs qui sont considérés comme très polluants. J'imagine que c'est plus difficile. Nous, on se rend compte que les gens cherchent du sens, ils viennent chez nous parce qu'il y a du sens, ils nous challengent, des fois ils partent parce qu'ils trouvent qu'on n'en a pas assez encore, mais parce qu'ils vont vers d'autres modèles, pour le coup, ils basculent dans d'autres modèles économiques. Mais je pense qu'une entreprise qui n'a pas de mission, qui n'a pas réussi à définir son sens, ça doit être de plus en plus dur pour recruter. En fait, moi, ça m'a surprise quand même parce que, enfin, je partage ton avis à 100%, mais quand je regarde ma promo, je suis étonnée du nombre de gens qui s'engagent dans des grands groupes et dans des postes, on va dire, plus classiques et qui ont moins d'impact et avec des entreprises qui sont moins engagées. Enfin, ça m'a beaucoup surpris parce que nous, d'un autre côté, bon, après, c'est vrai que nous, niveau recrutement, on est une start-up, hein, donc on paye mal. Voilà, c'est plutôt... Donc, en fait, vraiment, quand on travaille pour MAD, c'est la passion. Il faut avoir la passion, il faut avoir cet entrain. Donc, c'est plus normal. On engage d'ailleurs, un des principaux critères quand on engage, c'est on va regarder si la personne est vraiment passionnée de développement durable, si elle a déjà fait des projets dans le passé. Et nous, on est 8 maintenant dans l'équipe et on est tous des fous ou de l'environnement ou du social, des journalistes, des éducateurs, des librairies. Enfin, on a vraiment des engagements qui sont très très forts. Mais c'est vrai qu'en tout cas, enfin, si je regarde à ma promo d'université, j'ai du mal à comprendre comment autant de jeunes de nos jours ne mettent pas dans leur priorité, en tout cas, leur engagement. Ça m'étonne. Alors, je pense que ça évolue. Par exemple, quand je donne cours à des promos qui sont d'autres générations, là, je vois qu'il y a quand même plus d'envie de s'engager. Mais je dirais pas, en tout cas, de mon ressenti, je trouve pas que la plupart de mes étudiants ou de mes camarades d'avant ont vraiment cette priorité de s'engager dans leur parcours professionnel. Je sais pas si. Alors moi, au risque de te surprendre, le secteur des énergies renouvelables n'est pas épargné par la vague des fameux, comment on appelle ça là, la vague des départs là, la démission là. Nous, on a eu beaucoup de départs cette année. C'est un secteur en plus qui est très attractif et qui est en forte croissance. Donc on se vole nos talents entre nous. Et donc du coup, on n'est pas du tout épargné. Même si en effet, on a quand même plein de gens qui viennent chez nous pour la mission, c'est sûr, parce qu'ils ont envie de faire du renouvelable. On a beaucoup de gens qui viennent du secteur par exemple du pétrole, qui ont cette expertise énergie, qui viennent mettre chez nous, ou qui viennent de plein d'autres secteurs différents. Donc c'est bien, mais par contre, clairement, c'est un plus dans le sens où forcément, quand la mission est belle, les gens ont plus envie de venir et vont pas les questionner. Moi, franchement, ça m'arrive très rarement de quand j'explique mon métier de pas avoir quelqu'un en face qui va me dire waouh, trop cool. Et ça fait du bien. C'est sûr, ça fait partie de l'épanouissement d'avoir quelqu'un en face qui te dit waouh, c'est génial ce que tu fais. Après, par contre, moi j'ai remarqué que le fait d'être entreprise à mission, le niveau d'attente et d'exigence, y compris des gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui sont en parcours d'intégration, il est énorme. Et donc du coup, nous, il faut être à la hauteur parce que sinon on crée une déception qui n'aurait pas existé auparavant. C'est-à-dire que quand on est une entreprise du secteur renouvelable et qu'on n'est pas entreprise à mission, peut-être les collaborateurs vont juste se dire ok, on fait pas les choses parfaitement, mais quand même on fait quand même du solaire et de l'éolien, c'est cool. Par contre, quand on est entreprise à mission et que nos collaborateurs ils vont sur les centrales et qu'ils voient que on a des panneaux qui s'entassent parce qu'ils sont pas recyclés, ou que ils vont dire ouais mais regardez en ce moment les approvisionnements en Chine c'est quand même c'est pas génial, du coup ils vont se dire non, nous on est entreprise à mission, on n'est pas n'importe quelle entreprise de renouvelable, donc nos attentes elles sont plus fortes. Et donc on a eu aussi un peu l'effet alors je pense pas que les gens sont partis pour ça, mais en tout cas ils sont pas restés
parce qu'on est entreprise à mission, parce que du coup ils ont été un peu justement déçus qu'on n'allait pas plus loin. Et donc du coup ça nous met une pression de dingue et donc le niveau d'attente aussi il est plus fort. Donc c'est un levier d'engagement seulement si on se donne quand même les moyens derrière pour y arriver, parce que sinon les gens sont déçus et ont l'impression que c'est que de la com, et y compris les collaborateurs, et donc du coup il faut vraiment les embarquer. Et nous, ce qu'on a donc on a eu parce que c'est quand même une démarche très itérative, l'entreprise à mission, hein, c'est pas un label, hein, c'est pas on a mis ça et ça en place, ça y est, on a le statut, et donc du coup c'est cool. En fait ça veut juste dire qu'on a pris la ligne qu'on a passé la ligne de départ, mais pas qu'on a passé la ligne d'arrivée. Et donc ça prend du temps, mettre les choses en place, et en fait ce dont on s'est rendu compte, c'est que les collaborateurs avaient un peu l'impression que c'était de la RSE, alors que la mission c'est pas de la RSE du tout. C'est au même niveau que le business, et donc du coup au même titre que tout le monde participe à l'activité, tout le monde participe à la mission. Et donc là, depuis le début de l'année, on met en place des actions très très concrètes par équipe, par business line, par pays, d'appropriation. Donc c'est chaque équipe qui définit sa propre feuille de route de mission, et nous on est juste là pour les accompagner, faire la coordination, le suivi de projet, et leur donner aussi les outils de reporting pour faire la mesure de leur impact. Mais ce sont eux qui mènent leurs actions, et donc c'est les achats qui font leurs actions des achats, la construction qui fait des actions de construction, et comme ça ils s'approprient, ils comprennent aussi mieux que c'est pas juste de la RSE ou du greenwashing, mais c'est qu'en fait c'est eux au quotidien qui font avancer la démarche. Donc c'est très long, c'est très très long, et c'est pas automatique. Toi, Grégoire, avec Airform, qui travaille avec des entreprises justement, alors pas qu'entreprises à mission, aussi des grands groupes, comment on arrive à vendre en fait un service de ce qui a du sens? Alors, dans ces grandes entreprises, elles cherchent aussi, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de les accompagner, et nous, c'est de les pousser le plus loin possible pour qu'elles s'interrogent, qu'elles remettent leur modèle en question aussi, qu'elles responsabilisent toute leur matière. Ça m'est arrivé on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais avec certaines entreprises ou certains interlocuteurs, de les pousser en disant ok, mais réfléchis à ton modèle économique, réfléchis à de la décroissance, qu'est-ce que ça veut dire chez toi, la décroissance. Alors c'est sûr, ça les perturbe, mais bon, on sème un certain nombre de choses, et notre rôle, c'est à la fois de responsabiliser la situation existante, et peut-être parfois de leur montrer aussi que il y a certains appros qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a un moment, il va falloir peut-être arrêter certaines choses et faire des choix, plutôt que d'investir énormément d'argent dans des audits sociaux, environnementaux, dans des usines à l'autre bout du monde, où au final on n'arrive pas à maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement. Il y a un moment, ils doivent se mettre un petit peu en cohérence avec leurs attentes. Donc c'est compliqué, mais notre rôle, c'est à la fois de les accompagner, mais de les pousser aussi dans leur questionnement, et un peu dans leur modèle économique. Je sais pas si vous voulez réagir à ce que vient de dire Grégoire. Je dois faire oui de la tête, mais non, je suis ouais. d'accord. Moi, j'ai une question aussi qui est finalement, alors bien sûr, l'entreprise à mission a son rôle de mission environnementale, etc. Mais en termes d'éducation, qui est éducative par rapport au grand public, ça on entend, je veux dire, ça existe déjà. Mais par rapport aux entreprises, les collaborateurs, etc. Est-ce que des fois il y a des freins qui rendent les choses compliquées, ou des fois des profils qui rendent les choses très faciles? Je suppose qu'il y a des fois tu as le sourire au coin, tu as peut-être des histoires à raconter, où à un moment on veut travailler avec des entreprises, on veut communiquer, on veut essayer de développer finalement ce dont à quoi on croit, pourquoi on travaille. Comment on arrive à convaincre les autres entreprises éduquées? Pour moi, c'est beaucoup, voilà, au travers de l'échange, et je reviens. Moi, en fait, je suis arrivé là par passion, en fait, et en fait, on se rend compte aussi dans les entreprises que si les gens font ces métiers-là par passion, je pense qu'ils ont de l'impact, ils arrivent à faire bouger les choses et à avancer. Et quand nous, parfois, on a un changement d'interlocuteur, et on a une tête bien faite qui vient d'être nommée à ce poste-là, mais qui vit pas en fait ses valeurs, on se dit oulala, là ça va être dur, parce que la personne elle a pas ça dans ses tripes, parce qu'en fait c'est quand même dur. On change les modèles, on change les pratiques, on pousse les gens, on pousse le modèle économique.
Donc, pour moi, si on n'incarne pas pleinement en fait ce sujet-là, après ça devient compliqué. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Désolé. Je vois très bien qu'il y a je vois des fois que la difficulté change en fonction finalement de déjà l'appétence de la personne par rapport aux valeurs que tu Il y a possèdes. ça, mais après aussi l'effet aussi inverse. Et je vois avec nos collaborateurs ou même avec les gens avec qui on travaille, quand on est à fond dans le sujet, au bout d'un moment, on se dit je me reconnais plus dans ces actions-là ou dans cette entreprise. Pourtant, elle est engagée, mais elle n'est pas suffisamment engagée pour moi. Et ce que je dis, on a des collaborateurs qui sont partis, ils ont basculé vraiment dans d'autres modèles, paysans boulangers. On en a 3 qui ont fait ça. Enfin, dans des choses qui sont complètement différentes, parce qu'ils se sont dit, je suis allé au bout de la logique avec cette ONG et finalement, je m'y retrouve pas. Donc ça peut être à double tranche. C'est bien d'avoir des gens qui ont de la passion, mais après, des fois, ça peut être aussi, on peut les perdre aussi parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils sont en phase avec leurs propres envies. On en a un aussi, nous, comme ça, là, qui pourtant ingénierie de centrale éolienne, vraiment super métier. Et là, il a tout plaqué pour de fabriquer des fromages en Bourgogne. C'est un truc incroyable. Et donc même dans le secteur finalement ça finit par... Là, tu parlais tout à l'heure au Brésil, tu as des actions notamment de Voltalia pour embarquer des collaborateurs. Comment on éduque les gens, comment on les convainc que Voltalia est l'entreprise à mission qu'il faut là-bas au Brésil pour arriver à développer des stratégies de développement énergétique? Ouais, moi je pense que ce qui a beaucoup changé pour moi quand j'ai rejoint Voltalia, c'est que je pense que avant ça, mon métier, donc en RSE, développement durable, c'était en général 80% de conviction et 20% d'action. Donc je passais mon temps en fait à expliquer à mon top management, ce serait bien qu'on fasse un bilan carbone, ce serait bien quand même qu'on mette en place des mesures sur c'était beaucoup d'aller voir le nouveau directeur immobilier. Alors, on va reprendre depuis le début. Et puis, c'était beaucoup de ça. Et quand je suis arrivée chez Voltalia, ça a vrillé complètement, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je fais plus que 20% de conviction sur des choses plutôt en lien avec la réglementation. Genre, juste de dire, attention, la loi sur le devoir de vigilance qui va nous tomber dessus en 2023, ça va être compliqué. De permettre à l'entreprise d'anticiper les enjeux du futur. On avait, je pense, une vision un petit peu old school le sujet biodive. Donc, on essaie de lui donner une vision plus large. Mais en fait, maintenant, moi, je fais plus que 80% d'action et plus que 20% de conviction. Et ça, c'est très agréable, franchement, de plus parce que on s'épuise un peu quand même avec le temps et en fait, on n'a même pas le temps de mettre en place des choses que l'année elle est déjà passée et qu'on repart sur une année de reporting et que et ça, je dirais que c'est le grand confort entre guillemets quand on travaille dans une entreprise qui a déjà réfléchi à sa raison d'être, qui a envie de se donner une mission. Moi, j'arrive en meeting avec, j'en sais rien, le directeur achat, j'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'il interroge tous nos fournisseurs sur le bilan carbone des modules qu'on importe en France, pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place des audits sur les conditions de travail. Et là, on est directement dans l'action. Donc ça, et le Brésil, c'est la locomotive de Voltalia. Donc eux, ils vivent ça, ils sont sur le terrain, donc j'ai pas besoin de faire ce travail-là de conviction. Donc c'est beaucoup plus facile. J'aime bien ce terme moi, c'était plutôt éducation, éduquer, conviction. C'est la conviction, c'est sûr. Ouais. Je sais pas si toi Sophie, tu as à peu près les mêmes difficultés ou toi, t'as pas ce rôle, on va dire, de conviction d'éducation par rapport. Ouais. En tout cas, si je prends le point de vue étudiant, ce qui convainc vraiment les étudiants à s'engager dans l'entreprise sociale ou à réfléchir au durable, c'est de leur montrer aussi que ça a un sens business, qu'il est tout à fait possible de bien gagner sa vie. Enfin, moi, je vis pas dans une cabane à récolter des bananes et à rien manger tous les jours. Non, enfin, genre, je vis bien. Bon, je vis pas comme un milliardaire non plus, mais en fait, c'est de leur montrer peut-être que s'engager et d'avoir des convictions fortes, même de travailler de sa passion, que ce soit basé sur des engagements sociétaux, environnementaux ou pas, ça peut permettre de construire une vie. Vous pouvez gagner très bien. Il y a un concept qu'on enseigne beaucoup dans la réflexion personnelle, qui est le concept de l'ikigai,
qui veut dire, c'est un concept japonais qui veut dire a life worth living, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et en fait, il combine 4 critères, donc ce à quoi t'es bon, ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, et aussi comment être payé pour arriver dans ça. Et enfin, c'est quand même un concept très terre à terre, mais qui est vrai. On peut pas aussi, on est dans une réalité où de nos jours, on a besoin d'argent, on a besoin de vivre, on a besoin de se nourrir, etc. Et je pense de montrer à un étudiant qu'il est possible de combiner les deux, et que même l'impact est grossi et plus long terme grâce à ton business model, grâce au fait que tu gagnes de l'argent de ça permet en tout cas je pense de les convaincre, en tout cas d'ouvrir leur perspective d'avenir autour de ce sujet. Surtout qu'il y a, je trouve, beaucoup de métiers assez classiques d'écoles de commerce, par exemple, qui sont complètement transposables dans des économies sociales et solidaires. Je vais donner un exemple très concret. Moi, avant, je travaillais dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est un secteur qui se pose depuis très longtemps la question du consumer centric, donc vraiment quelle est l'attente de mon consommateur, est-ce que je propose et en réponse à ses attentes, voilà. Et en fait, ce métier-là, on peut complètement l'appliquer à n'importe quel secteur, en fait, et y compris dans le renouvelable, dans l'économie sociale et solidaire, de se dire, bah moi je propose un service ou un produit, est-ce que je réponds à la demande, voilà. Donc il est complètement possible, en effet, en plus sans forcément rentrer dans des trucs d'humanitaire, de continuer à faire à peu près le même métier. On peut être acheteur, on peut être, mais dans une économie sociale et solidaire. Voilà, donc je pense qu'il y a tout est possible. Et sky is the limit, comme on dit. Donc je pense qu'il faut tout imaginer. En fait, il faut imaginer le métier qu'on veut se créer aussi. En fait, faut pas se mettre de barrière parce que ça n'a jamais été fait. Soyez le premier à avoir le métier que vous avez envie d'avoir, quoi. Et je pense que maintenant il y a plein d'options. Ça, je trouve que c'est super. Réimaginer la réalité au final, parce que c'est aussi important de se baser sur ce qui existe maintenant. Enfin, réinventer quelque chose qui existe maintenant est beaucoup plus puissant que de constamment vouloir changer tout le système. Enfin non, il faut aussi regarder acheteur, il y a aussi vendeur, même dans le marketing. Enfin, il y a tellement de métiers qui peuvent comme ça s'engager plus et qui font quand même sens business, où vous pouvez vous engager dans le business. Enfin, c'est tout à fait possible, je trouve, de combiner les deux. Ouais, on peut tout combiner. Mais alors après, c'est une des questions que je voulais surtout aborder ce point-là. J'en avais un petit peu parlé avant. C'est l'accessibilité et la démocratisation, en fait, de cette possibilité aujourd'hui de travailler avec du sens. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens. Finalement, et ça c'est mon côté très très impliqué socialement. Moi, je travaille avec des quartiers où je sens qu'il y a des gamins, des familles où c'est compliqué. Et je me dis que ces gens-là ont envie de travailler, ont envie de donner du sens, et que c'est aujourd'hui extrêmement compliqué pour certaines couches sociales d'arriver jusque-là. Donc, quand on voit vos parcours, vous avez quand même plutôt facilitant. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il faut pas donner aussi du sens dans la formation, et comment vous verrez quels seraient les pivots qui permettraient des axes de travail qui permettraient d'expliquer ça et d'engager, de donner les moyens aux jeunes plutôt dans les conditions défavorisées, que ce soit en France ou même dans différents pays, pour qu'à un moment, ils y trouvent du sens et qu'ils s'éclatent dans la vie. C'est ça aussi. C'est qu'à un moment, dans son travail, on ne subit pas son travail, mais que le boulot fasse partie de notre vie de manière positive. Vous avez 2 heures. Alors moi j'ai pas la réponse. En tout cas, quand j'interviens ici, j'explique aux étudiants qu'on parle de réchauffement climatique, mais il y a un enjeu aussi, c'est que le monde est profondément inégalitaire et que si on n'aborde pas non plus cette question en parallèle, on n'y arrivera pas. Et je pense que c'est essentiel. Voilà, si on veut embarquer un maximum de personnes, c'est réfléchir aussi à toutes ces questions d'inégalité, de partage des richesses. Ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, d'accumulation. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et souvent, ils me posent la question, ils me disent, mais oui, mais c'est pas un enjeu climatique. Je dis, ça appartient, en fait, à cette problématique-là. Parce que si on ne la résout pas, on n'y arrivera pas. Donc, j'ai pas la réponse. Je pense que c'est s'attaquer à ces questions d'inégalité. Ça, je pense que c'est important. Il faut l'avoir en tête. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé, on parlait beaucoup de climat, CO2, donc là c'est bien. On commence à avoir la thématique biodiversité qui apparaît aussi, qui est en train de monter.
Mais cette dimension inégalité, il faudrait qu'on l'ait tout le temps en tête. Et il faut pas qu'on la mette de côté sous le tapis parce que on n'arrivera pas à résoudre les autres problèmes si on n'aborde pas cette question-là. Mais après, j'ai pas la réponse. Je suis désolé. Je suis déçu. Je sais pas si vous avez. Non, mais c'est très juste ce que tu fais. Enfin, je pense que c'est aussi en général les compétences sociales, les compétences d'empathie, les compétences de communication interculturelle. Enfin, savoir communiquer avec des gens de partout, ça vous permet après de les intégrer dans ton business model ou de faire des partenariats. Mais en tout cas, ouais, pousser cette connaissance de comment, par exemple, comment vraiment comprendre un problème. S'il y a des inégalités, par exemple, si les jeunes qui travaillent, ou enfin les jeunes que tu mentionnais tout à l'heure, ne se sentent pas capables ou n'ont pas l'impression d'avoir l'opportunité de pouvoir s'engager. Il faudrait déjà comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est leur formation? Est-ce que c'est leur situation? Est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin d'un revenu tout de suite et qu'ils n'en trouvent pas? Enfin, faut toujours, en fait, il y a toute cette phase encore d'investigation qui va avant pour comprendre le problème et après savoir le résoudre. Après, c'est vrai qu'il faut pas être idéaliste. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment n'ont pas le choix, enfin, qui sont obligés, par exemple, je sais pas, de travailler dans un supermarché, de travailler, voilà, qui sont sur, enfin, on appelle ça des bullshit jobs, tout ce qui est aussi les call centers, enfin voilà. Je pense pas que qui que ce soit dans le monde se dit ah moi j'adore recevoir des appels de plainte, c'est vraiment mon kiff. Non. Mais voilà, je pense qu'il faut juste s'ancrer dans cette réalité. Mais je te rejoins vraiment sur pousser ses compétences sociales et montrer aux gens que voilà, il y a aussi toute, enfin, il n'y a pas que apprendre comment faire du marketing, apprendre des compétences dans l'engineering, etc. C'est aussi juste se poser sur des compétences sociales, de comment connecter avec sa communauté, comment trouver son rôle dans la société, comment réussir à s'inscrire dans une dynamique de groupe, comment collaborer avec des gens. Enfin, c'est des compétences qui sont quand même aussi hyper importantes et à enseigner du coup aux jeunes. Je pense que ça peut peut-être aider, mais c'est pas une question facile. Oui, alors après je donne la parole à Marine peut-être sur ce sujet-là, mais c'était ma réflexion justement. Est-ce que c'est pas un luxe de travailler dans ces conditions-là? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est que finalement une possibilité pour les élites de travailler aujourd'hui dans une entreprise qui ont du sens, avec du sens qu'on a autour? Je sais pas si... Voilà. Désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais c'est vraiment la question que je me pose. Et comment une entreprise peut aider justement à pousser les jeunes, à faire remonter la société. Je pense que c'est local, je pense que c'est politique, et que tout ça doit créer un microcosme et peut-être macrocosme, si on peut aller plus loin, qui fait monter en compétence les gens. Et ça va par des vraies questions de société. Je sais pas si... Non, mais moi, je vais pas répéter. Je pense que ce qui est dit est extrêmement juste, et je pense que, en effet, il y a tout ce qui est la formation, faire monter en compétence, ça c'est une certitude. Après, peut-être que l'une des options aussi, en parallèle, c'est de pas voir comment est-ce que les gens peuvent par eux-mêmes avoir la démarche d'aller chercher un emploi qui a du sens, mais peut-être tourner le truc inverse, c'est-à-dire que ça soit leur entreprise ou leur emploi, ou qui d'un coup se disent comment est-ce que je peux donner du sens à la personne qui travaille pour moi, et peut-être qu'au fur et à mesure que s'il est justement tout collectivement, parce que cette question d'interroger sa raison d'être, elle peut se poser à tout type de structure, et que ça soit des entreprises privées, des universités, des associations, des autorités publiques. Enfin, en fait, même individuellement, on devrait tous poser la question de notre raison d'être, parce que ça amène, voilà, c'est une approche philosophique. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure que tout le monde fera cette démarche-là, et aussi peut-être que progressivement les métiers vont changer, et que donc du coup il y aura de moins en moins de gens qui feront des métiers qui n'auront plus de sens, puisque les structures dans lesquelles ils travailleront on fait ces démarches-là. Enfin, moi je suis peut-être un peu dans des bisounours, mais j'espère que quand même à terme c'est aussi vers ça qu'on veut aller, quoi. Qu'on arrêtera les call centers, en fait, peut-être parce qu'on se dira en fait l'objectif c'est plus de vendre des trucs, mais et donc du coup il y aura plus personne qui bossera dans les call centers, mais pas parce qu'ils chercheront tous du sens, mais juste parce qu'en fait c'est un métier qui existera pas et ils feront autre chose. Mais bon, là c'est l'utopie, mais bon, on est là pour parler de l'éloge du futur, donc c'est l'éloge du futur. Tout à fait. Y a-t-il des questions? Non? Ouais.
sais pas si vous voulez réagir. Pour moi, c'est clairement remettre l'humain au centre de tout. Et enfin, on peut être que d'accord. Je pensais, alors c'est peut-être plus compliqué maintenant, je sais pas, mais des jobs qui peuvent ne pas avoir de sens. Le sens, on peut après aussi le trouver à côté dans des engagements militants, associatifs ou autres. Et je redis, moi, c'était mon parcours. Au bout d'un moment, ça a tellement débordé que j'en ai fait mon métier. Et peut-être que ça, c'est aussi des possibilités. Et encourager les gens à... Bah oui, on a tous besoin de s'alimenter, mais à côté, on peut faire un certain nombre d'actions. Essayer de concilier les deux. Et je pense que c'est important, voilà, d'inciter et d'encourager à aller dans cette direction. Je rebondis juste très rapidement là-dessus. Moi, je suis mariée. Mon mari ne fait pas du tout le même métier que moi. Et vraiment, lui, il a un bullshit job. Voilà, bon, peu importe ce qu'il fait, mais et donc moi je le challenge vachement là-dessus parce que je comprends pas en fait comment est-ce que tu peux te lever tous les matins et pas faire un truc qui t'arrache les tripes et que tu dis putain je fais un truc super. Et lui en fait il me dit mais en fait moi je trouve mon sens ailleurs, c'est-à-dire que je suis content de pouvoir finir à 17h45 tous les soirs, d'aller chercher mes enfants à l'école, de passer du temps avec eux, d'avoir du temps pour aller faire du sport entre midi et deux, de pouvoir être présent pour mes amis, être présent pour ma famille et fous-moi la paix quoi. Et ouais, donc je pense que et lui c'est ça, voilà, il fait autre chose, mais c'est pas grave parce que finalement il fait aussi plein de trucs super et c'est une belle personne. Et je pense que je pense qu'il faut pas non plus avoir une vision. Enfin, la quête de sens, elle est différente pour chacun. Et voilà, bon, là, j'ai accepté maintenant, mais je lui ai un peu cassé les pieds pendant de très longues années. Je sais pas si tu veux réagir aussi, Sophie, sur ce qui était dit. Je vous rejoins tout à fait dans créer son mix, en fait. Enfin, moi, je réfléchis beaucoup aussi à la question de comment conjuguer vie professionnelle et vie personnelle. Parce qu'au final, c'est aussi important d'avoir sa liberté, de pouvoir faire des choses qu'on aime. Si on retrouve ça dans son boulot, c'est bien. Si on le retrouve pas dans son boulot, on peut le retrouver ailleurs. Et je vous rejoins à 100% sur le fait de créer son propre mix. C'est vraiment ça, ce qui va vous permettre, par le voyage aussi, d'ailleurs, ça peut être une belle façon de le faire. Mais oui, 100%. Et je voudrais poser une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué le terme décroissance. Et si j'ai bien compris, vous avez dit que ça vous choquait un peu. Et non, pas du tout. Ah, d'accord, ok. Ok, d'accord, ouais. Et parce que je me demandais, il y a beaucoup de réticence à ce terme, parce qu'on considère que c'est incompatible, peut-être il est en fait, c'est incompatible avec un modèle de croissance, le besoin de faire des profits, de réinjecter ces profits ou de l'investir autrement, au lieu de la capitaliser comme tel. Est-ce que c'est possible de conjuguer, comme vous le dites, un engagement ou une vision de décroissance avec un modèle d'entreprise? Alors, quand j'ai dit ça peut choquer, moi ça me choque pas. Hein. C'est les entreprises, ça les interpelle, ça les bouscule. Oui, je suis fondamentalement convaincu. De toute façon, on n'a pas de choix, voilà. Un. Et deux, à partir de là, réfléchissons de nouveau, aux produits. Je vais pas citer l'entreprise avec laquelle on a fait ce travail, mais elle vend des meubles, on va dire, elle vend des objets de déco. Et à un moment, c'était de se dire, est-ce qu'elle doit continuer à vendre tout le temps plein de nouveautés, ou de se dire, avec tous les produits qu'elle a vendus jusqu'à maintenant, comment elle peut accompagner le grand public pour les relooker, pour leur donner une autre dimension, pour réfléchir à utiliser moins de matière, comment être dans une démarche, en fait, décroissance. Pour moi, ça veut dire énormément d'innovation, ça veut dire énormément de changements, beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, parce qu'en fait, on va explorer de créativité. Voilà, on va explorer des choses qui sont inconnues. Mais justement, pour moi, c'est quelque chose qui est enthousiasmant, et c'est ça qu'il faut faire partager en fait aussi aux entreprises et leur faire comprendre qu'il y a des pistes et qu'il faut aller les explorer. Et de toute façon, elles n'ont pas le choix. Il va falloir y aller. On va peut-être pas trouver tout de suite le bon modèle, mais en tout cas, il faut y aller. Et cette dimension, voilà, pour certains, ça peut faire peur parce que ils veulent voir leur chiffre d'affaires plus. Peut-être que peut y avoir encore du plus avec moins de matière, des services différents, plus de liens. Et en fait, c'est ça qu'il faut interroger, je pense. Je sais pas si vous voulez aussi réagir, Marine et Sophie. J'aurais pas dit mieux. Non, je suis vraiment complètement d'accord. Et cette question, elle est vraiment intéressante, même je trouve. Enfin,
même nous, notre secteur, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire le renouvelable, on n'a pas cette question-là, mais en fait, elle s'applique aussi à nous parce que plus on construit des centrales, plus on décarbone les mix énergétiques et moins on a d'impact on évite du CO2. Parce que plus les mix énergétiques sont décarbonés, plus la centrale additionnelle, moins la centrale additionnelle va avoir un effet bénéfique sur le climat. Donc nous, on est obligé aussi de se poser cette question-là et de se re-questionner aussi là-dessus et de se dire ok, on va peut-être essayer de s'installer dans d'autres types de pays, faire un peu différemment notre métier, re-questionner la manière aussi qu'on a de construire. Enfin, c'est hyper enthousiasmant. Enfin, moi, je trouve que sinon, on a vite fait. Enfin, en fait, je sais pas, est-ce que certains d'entre vous font des escape games, et c'est comme quand on est dans un escape game et d'un coup on découvre qu'il y a une nouvelle porte et que ça ouvre sur une nouvelle pièce, on est là, waouh, trop cool, il y a plein de trucs à fouiller, il y a plein de trucs à faire, et c'est hyper motivant, je trouve. Moi, je rejoins mes camarades. C'est vrai que, pour moi, je trouve que c'est un concept très honnêtement, qui me fait peur, parce que c'est vrai que la décroissance, ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on a appris au final, de devoir trouver une façon de faire du profit, d'être rentable, de pouvoir payer ses employés, etc. Donc c'est vrai que ça rejoint un peu le fait, et souvent on a ça dans le développement durable, où on a des mots un peu comme ça, des objectifs qui sont très forts, qui demandent beaucoup d'efforts, mais qu'on n'a pas forcément une méthodologie pour y arriver. Et c'est un peu ce concept de rendre le développement durable simple et accessible. Et du coup, peut-être quand on a des objectifs comme ça de décroissance, que voilà, il faut que vous fassiez moins, il faut avoir cette décroissance, ce serait bien aussi de savoir comment y arriver. Et je pense que c'est un peu le rôle des entreprises de créer cette façon d'y arriver, mais aussi d'avoir des accompagnateurs qui puissent vous montrer une façon d'atteindre cet objectif qui, je sais, moi, ça m'inquiète. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire marcher le système dans lequel on est, qui est basé sur une croissance, l'inflation, etc. On a quand même des réalités qu'il faut accepter. Et en fait, c'est vraiment réussir à s'inscrire dans les réalités tout en ayant un impact et une façon de mieux faire. Et ça, c'est jamais facile au final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Ouais. Ah. Si. J'ai une question. En tant qu'auto-entrepreneur, si on crée son entreprise, est-ce que c'est mieux d'abord la créer et plus tard, une fois qu'elle marche bien, se poser les questions environnementales et peut-être même être une entreprise à mission, ou tout de suite, dès qu'on débute, on se pose ces questions-là et on commence directement avec cette démarche-là? Tout de suite ou plus tard? Peut-être que je peux répondre parce que j'enseigne l'entreprise sociale, et pour moi vraiment c'est dès le début. Et en fait c'est même pas regarder que à son business model, mais c'est regarder la vision du business en général, parce qu'en général tu crées un business pour avoir de l'argent, pour ensuite grossir le business en gros. Moi ce que j'enseigne dans mes cours, c'est vraiment de créer son business, et je pense que je l'avais dit tout à l'heure, mais de baser son business sur ok, je veux résoudre ce problème. Par exemple, Make a Difference, on l'avait créé parce que on avait envie de connecter les gens, et on avait envie de donner ces expériences transformatives à des gens. Et donc en fait, on a vraiment étudié le problème, et comme je disais tout à l'heure, il y avait toute une phase d'investigation où, avant de créer une solution, il faut toujours mener l'enquête et être sûr que le problème environnemental ou social qu'on a envie de régler par cette entreprise, c'est vraiment le centre de l'entreprise, et le business model vient soutenir cet impact. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas pour l'entreprise sociale. Et je pense que c'est un modèle qui peut être copié pour tellement plus d'entreprises, classiques ou pas, mais vraiment de baser au final son business model sur l'impact. Je vois aussi, il y a cette statistique un peu flippante qui dit que 80% des startups écheffent en un échec dès la première année. Et la raison qui a été montrée, c'est parce qu'il n'y a pas de product market fit, il n'y a pas de demande de marché. Et au final, cette demande de marché, est-ce qu'elle serait pas aussi basée et augmentée par le fait de résoudre un réel problème? Parce qu'il y a tellement d'entreprises qui se créent de nos jours basées sur rien. Juste j'ai envie de vendre des sacs à main, et du coup forcément ça fait aussi du sens business de s'attaquer à un réel problème, parce que ça te permet aussi directement d'avoir accès à un marché qui a vraiment envie de régler ce problème avec toi. Donc vraiment,
ou en tout cas, c'est vraiment ce que je conseille, c'est avant de créer son entreprise, réfléchir vraiment aux problèmes que tu as envie de résoudre. Et d'ailleurs, si on regarde les statistiques sur les entreprises qui sont devenues entreprises à mission depuis la promulgation de la loi, la grande majorité sont des petites entreprises et qui se sont créées directement en entreprise à mission. Parce que en plus, du coup, directement en se posant la question, c'est quoi notre raison d'être? Et donc, on rejoint encore, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as bien questionné ta raison d'être et que tu as construit ton entreprise en questionnant cette raison d'être et en te fixant un objectif social et environnemental, après derrière, ça coule hyper naturellement. Alors qu'il y a, je crois qu'il y a même pas 10 entreprises cotées en bourse. Et très très peu de grandes entreprises du CAC 40 à part Danone, parce que justement mener cette réflexion a posteriori, de se questionner sur pourquoi on existe et c'est quoi notre mission sociale, et c'est hyper compliqué en fait. Il vaut mieux le faire dès le démarrage, parce que le faire une fois que tu as lancé ton business model et que tu as pris tes réflexes et que tu as construit tes reporting de telle manière vis-à-vis de tes actionnaires par exemple, de revenir en arrière, de rechanger tout ça, de te mettre sur ce chemin de transformation, et c'est vachement plus compliqué. Donc faut le faire tout de suite, c'est sûr, ça a beaucoup plus de sens. Et je pense, comme tu dis, derrière la pérennité de ton entreprise, elle est parce que si tu as bien questionné ta raison d'être et que tu viens répondre à un enjeu social et environnemental, c'est forcément ton entreprise, elle a une utilité, parce que sinon la réponse à la question te permet quand même d'être sûr que ton entreprise elle a une utilité, quoi. Je sais pas si Grégoire, tu vas ajouter Non, de toute façon, cette question de sens arrivera à un moment ou à un autre, parce que faire du business pour faire du business, on s'en lasse, je pense. Quelqu'un de normal s'en lasse. Ça a pas de sens, justement. Et donc, il faut absolument intégrer cette dimension de sens, d'éthique dès le départ. Sinon, tu vas t'ennuyer. J'aime bien dans la phrase que tu as dit, quelqu'un de normal. Qu'est-ce que c'est ça, question. Qu'est-ce que la normalité, comme disait Vincent. Oui. Mais non, mais c'est dans tous les cas, ces engagements sont liés à des engagements philosophiques, éthiques. Tout est lié. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, je vous dirais, je vous laisserai 30 secondes. C'est un peu l'exercice que je vous donne là et je les surprends. J'aurais dit que vous avez pas. Pour conclure un petit peu de ce que vous avez ressenti lors de cette table ronde, et par rapport aux questions, aux discussions et découvertes aussi, parce que vous découvrez un petit peu, vous en avez échangé par mail. Et qu'est-ce que quand vous sortirez de là, est-ce que vous avez appris des choses? Voilà. Comment vous avez vécu l'expérience? Je peux commencer. Vas-y. Moi, ça m'intéresse tout le temps, parce que c'est vrai que, en fait, mon métier inclut de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs sociaux. Mais c'est vrai que on est surtout sur la création d'entreprises, et je trouve ça fascinant aussi comment travailler avec des entreprises existantes. Travailler avec un modèle qui existe, que ce soit toi qui accompagne des entreprises, toi qui une énorme entreprise. C'est hyper intéressant toujours de parler aussi à des gens et de se dire, même si, devenez entrepreneur si vous voulez, hein, c'est génial, mais c'est aussi, il y a aussi la possibilité de s'intégrer dans des projets qui existent vraiment. Et pour moi, je trouve ça en tout cas intéressant comme perspective. Donc c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, surtout que, et ça je le répète, j'ai créé mon métier et mon parcours professionnel basé sur des rencontres. Et je pense que vraiment le plus de rencontres, le plus de conversations, le plus de challenges, de perspectives différentes, c'est vraiment ça ce qui forme son parcours personnel, professionnel, et ce qui amène à une vie, je pense, plus épanouie. Donc toujours ravi de faire des petits échanges comme ça. Tout pareil, non, vraiment super, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance aussi à être un peu avec ses œillères dans son cœur d'activité ou dans son entreprise, donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec d'autres types de profils. Et c'est vrai que je te rejoins complètement, cette quête de sens, elle peut aussi évoluer avec le temps, et donc c'est important aussi de continuer à échanger, de toujours se questionner, de toujours se challenger aussi, de pas se remettre, de sortir de sa zone de confort, de jamais se dire c'est bon, c'est suffisant. Après, la vie aussi, il y a des phases, on est peut-être un peu moins, puis après de nouveau un peu plus, parce que il y a la vie perso aussi à côté. C'est des phases de sa vie. Moi, j'ai une phase dans ma vie aussi où j'étais moins sur le boulot, c'était moins important, et puis maintenant ça l'est de nouveau un peu plus. Je pense que c'est la vie.
elle est longue et en même temps la vie, enfin je conclurai là-dessus, la vie est très courte. Et le boulot c'est important parce que c'est quand même une grande part d'heures dans sa vie. Et donc il faut quand même vraiment essayer d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait et en tout cas si justement ce sens est quelque chose qui vous procure, qui est important et qui fait que vous avez envie de vous lever le matin, ça c'est important. Je pense que faut aller chercher ça quand même un peu. Grégoire. Moi, je trouve qu'il y avait une belle énergie. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça chouette parce qu'on est vraiment dans des univers très différents, mais on a quand même cette volonté, je pense, de faire bouger les choses, d'avancer et de regarder le futur avec envie. Donc, j'espère que ça, on a pu le transmettre et de se dire, aborder des sujets, la décroissance, les inégalités, c'est compliqué, mais il faut y aller. Et en fait, plus on sera nombreux, plus on arrivera à apporter des solutions. Il n'y a pas une solution, il y en a plein. Mais je trouve que c'est super. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette énergie-là. Voilà. Oui, moi, pour conclure, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je dirais, ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est ce que je viens de dire là. C'est finalement trouver du sens et voilà. Peut-être que par ça, on va réussir à régler les inégalités parce qu'on se donne des objectifs. Merci à vous. On peut les applaudir. Si vous souhaitez sûrement échanger avec eux après, eh bien, je vous invite à le faire directement. Voilà. Merci encore. Merci.